Durant toute sa carrière politique, il devait partager l'humeur de ses électeurs avec son grand rival, Jean Chrétien. Bienvenue à Mémoire de député. Bonjour, M. Duhem. Bonjour. En 1984, M. Lévesque est de plus en plus contesté, en particulier en acceptant le beau risque proposé par M. Mulroney, le beau risque d'un changement constitutionnel. Quelle a été votre position là-dedans et votre attitude avec M. Lévesque? Bon, précisons un certain nombre de choses. Mulroney a été élu en 1984 avec l'engagement de rouvrir le dossier constitutionnel et permettre que Québec retourne dans la Constitution canadienne. La deuxième chose, c'est pas Mulroney qui parlait du beau risque, puis c'est pas René Lévesque non plus. C'est un de vos anciens collègues, McPherson, de la Gazette, quand M. Lévesque a fait une conférence de presse un jour pour expliciter « Voici ce que nous exigeons ». La reconnaissance du Québec comme peuple, par exemple. L'opting out avec pleine compensation. Nomination des juges à la Cour suprême, etc. Bon. Et c'est ça parce que M. Lévesque, comme beaucoup de nous autres, était parfaitement conscient qu'on avait perdu le référendum de 80, on est réélu en 81, et notre programme dit que la prochaine élection va porter principalement sur la souveraineté. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'on fait une campagne électorale sur la souveraineté, alors qu'on vient d'en tenir un référendum pour se faire dire non. Alors moi, j'ai dit, c'est pas le temps, là. Il faut qu'on change notre programme, parce que, n'oubliez pas qu'en 1976, on a été élu en disant, nous allons nous engager à tenir un référendum. On l'a fait. En 81, on a été réélu en nous engageant à ne pas tenir de référendum pendant notre mandat. Et là, on s'en irait en campagne électorale sur la souveraineté. Moi, je n'étais pas d'accord avec ça. Je me suis dit, il faut laisser le temps faire son œuvre. Il faut que nous autres, on continue notre travail sur le terrain. Il faut élargir notre base politique. Il faut rallier davantage du monde à notre option politique et la faire connaître davantage. Et n'oubliez pas, on a toujours Trudeau dans les jambes, là, jusqu'à 1984. Alors, Mulroney prend le pouvoir, puis il est plus sympathique, et nous autres, on décide que c'est le slogan, là, Anybody but Trudeau. Là c'était, là, on a mobilisé notre formation, notre parti politique pour battre les libéraux. Puis on a fait battre Trudeau, puis j'en suis encore très content aujourd'hui. Un des rares survivants, ça a été Chrétien dans Saint-Maurice. Et là, la position de M. Lévesque a été rendue publique et connue. Dans notre parti, pas besoin de vous dire qu'il y a des tensions. Le Parti québécois n'est pas un parti d'intérêt. C'est un parti d'idées, c'est un parti d'opinion. Et nécessairement qu'il y a des tensions, puis nécessairement qu'il y a des débats, puis nécessairement que la température monte, puis elle descend, puis bon, on chamaille, puis c'est devenu presque une spécialité. Et quand je vous parle de McPherson, c'est que lui était à la conférence de presse, quand il a écouté l'exposé de René Lévesque, il a dit « Vous ne croyez pas, M. Lévesque, qu'il y a là un beau risque que le fédéral accepte? » Et M. Lévesque a dit « Oui, il y a un beau risque. Il reste cependant que la souveraineté, c'est notre ultime police d'assurance. On verra bien pour la suite des choses. » Mais finalement, c'est Lévesque qui a eu raison. Parce que l'échec de Beach, c'est ça. C'est la fin du beau risque. Alors, il y en a qui ont interprété ça de toutes les façons. René Lévesque est devenu fédéraliste. Mon œil, Lévesque, c'était fini le régime fédéral pour lui. Puis il l'a dit 100 fois plutôt qu'une.
Et ceux qui étaient de cette mouvance-là, il y avait au moins 3 écoles de pensée à ce moment-là. Là, on parle de 84. Là. M. Parizeau incarnait une voix. Puis Mike Johnson, une autre. Et l'évêque est au centre. L'évêque est toujours au centre. Puis quand, avec le recul, là, tenir cet attelage-là ensemble pendant autant d'années, il fallait le faire. Hein? Les militants du PQ, puis les délégués, puis les conseils nationaux, puis les congrès, c'était un méchant contrat, ça. Puis l'évêque a tenu ça tout le long. Moi, je ne me surprends pas qu'il soit décédé si jeune. Et là, il y en avait ces tensions-là. Mais M. l'évêque s'était convaincu d'une chose, puis je partageais ça entièrement, on en a parlé pendant souvent. Je partageais cette idée-là. Ça va nous donner quoi de retourner en campagne électorale en mettant en jeu la souveraineté alors qu'on vient de tenir un référendum et qu'on a perdu? Laissons passer le temps. Et le temps a donné raison à René Lévesque. Parce qu'en 1995, c'était presque fait. Hein? Et il y a une continuité là-dedans. Et je vais m'expliquer comme il faut. René Lévesque, c'est souveraineté, association. C'est un secret de polichinelle que M. Parizeau, il n'a jamais cru trop fort à l'association. Mais il faut faire attention. Il n'a jamais cru que le Canada anglais allait négocier quoi que ce soit sur l'association. C'est pas pareil comme de dire « je ne crois pas à l'association ». Et en 1994, quand Jacques Parizeau devient premier ministre, il avait dit pendant sa campagne « nous tiendrons un référendum dans 1 an, dans moins d'1 an ». Il y a beaucoup de monde qui ne croyait pas ça. Beaucoup de monde. Puis les chroniqueurs, les journalistes, les commentaires, ça n'a pas de bon sens. Et c'est là que je lève mon chapeau à Jacques Parizeau. Il a tenu parole. Il a presque gagné. On peut élaborer très longtemps sur comment est-ce qu'on peut interpréter cette défaite-là. Là. Mais avant de parler de la défaite de 1995, on va parler du comment ça s'est organisé. Et puis, si mon souvenir est bon, on est au mois de avril-mai, puis je parle avec M. Parizeau, puis on fait des farces, puis je lui dis, les sondages sont bons pour notre option, ils sont bons pour le parti, puis vous, vous êtes à 28-29 %. Je lui dis à la blague, vous allez être premier ministre malgré vous. Il me dit, cher collègue, puis là, on se met à jaser, puis bon. Et là, je parle avec Jean-Roch Boivin, puis je dis à Jean-Roch, puis à Michel Carpentier, il y a peut-être quelque chose qu'on peut faire pour donner un coup de main. Nous autres, on est à l'extérieur. Donc, on se réunit, nous 3, Boivin, Carpentier, Duhem, puis on invite Louis Bernard, les 4. On se réunit chez moi, au 333, à Saint-Lambert, rue du bord de l'eau, là. Et là, on dit, il y aurait peut-être moyen de donner un coup de main à M. Parizeau, dans le sens qu'on pourrait essayer d'élaborer une stratégie en prenant pour acquis qui gagne l'élection. On ne s'occupera pas de la campagne électorale, nous autres. On va y faire un plan de match qu'il va pouvoir utiliser à partir du moment où il devient premier ministre. Et le jour de la fête du travail, en 1994, à 1 semaine du vote, Louis Bernard, Jean-Roch Boivin et moi, nous avons rencontré M. Parizeau à son bureau, place Ville-Marie. Il était avec Jean Royer. Et puis, on a mis ça sur la table, le plan de match. Et c'est curieux, mais après qu'on a fini l'exposé, M. Parizeau s'est levé, il a enlevé son veston. Puis la première fois de ma vie, je me suis rendu compte qu'il portait des bricoles. Je ne me souviens pas de la couleur. Et il était très content. On lui a remis ça, puis bon, ça, il n'y a personne qui parlera jamais de ça. C'est la première fois que j'en parle publiquement. Et c'était le plan de match. On s'était dit aussi, la question, on ne s'occupera pas de ça. On ne parle pas de la question. Il s'arrangera avec, il négociera parce qu'il y avait toujours des tensions. Et c'est dans ce sens-là que je vous dis que de l'évêque à Parizeau, il y a une continuité. Il n'y a pas de rupture. C'est le même, c'est le référendum qui va être la clé. Avec une question, peu importe la façon que vous allez la formuler, vos adversaires vont toujours dire qu'elle est trop compliquée, elle n'est pas claire, elle est trop longue, etc. Et il y a l'essentiel là-dedans. Souveraineté, association. Et je répète, M. Parizeau, il n'était pas trop chaud sur l'histoire de l'association parce qu'il a toujours été convaincu
que le Canada anglais n'accepterait pas de négocier l'association. Depuis ce temps-là, les choses ont changé. Hein. La Cour suprême a dit que s'il y avait un oui au référendum sur le statut politique du Québec, que le gouvernement du Canada serait obligé de négocier de bonne foi. Ça fait une différence, hein? Fait qu'on a avancé. On vient de faire un grand pas en avant. Si on revient en arrière, oui. En 1984, à la suite de l'épisode du Beau-Risque, il y a plusieurs ministres qui démissionnent, dont M. Parizeau, et c'est là que vous devenez ministre des Finances. Oui. Là, c'est à peu près le plus gros ministère, le plus influent que vous puissiez espérer. C'est sûrement le plus important sur le plan décisionnel. Mais moi, je n'avais pas d'espoir de ça. Moi, je suis au ministère de l'Énergie et des Ressources. Ça va très bien. On a réglé le problème de gaz métro. On a acheté une Thirsty Gas à Winnipeg. L'hydro va bien. Les forêts, ça marche à la planche. On fait un programme de reboisement. Il y a un programme d'accélération dans les mines. C'est le plus beau ministère. Vous êtes toujours des bonnes nouvelles. J'étais au courant de l'état des finances publiques. J'ai beaucoup de respect pour M. Parizeau. Et comme M. Lévesque m'a appelé à la maison, je rentrais d'une soirée au PQ dans mon comté. Et puis, quand il m'a dit ça, il m'annonce que M. Parizeau a quitté. Et il me dit, vous allez aux finances. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux? Il dit, oui. J'ai dit, c'est Bérubé qui devrait aller là. Mon ami Bérubé, c'est un super bolé, ça. C'est un gars d'un premier de classe au MIT. Il est président du Conseil du Trésor, puis il connaît les finances publiques encore plus que moi. Puis il me semble que ça serait idéal pour lui. Et il dit, non, c'est vous. Puis il dit, en plus, il dit, vous allez vous occuper du livre blanc sur la fiscalité des particuliers. Ah bien ça, c'était le bout du bout. J'ai dit, vous n'êtes pas sérieux. Moi, le livre blanc, c'est la fiscalité des particuliers, je ne croyais pas à ça. Bon, on était au comité ministériel, puis M. Parizeau était avec nous autres, puis la fiscalité des particuliers, c'était une brique absolument fantastique hein, sur le plan intellectuel, sur le plan fiscal. Mais là, on est en politique. Là. Moi, je n'ai jamais cru ça, moi, qu'un ministre des Finances se promène puis demande au monde comment voulez-vous que je vous impose vos taxes, puis que je vous impose votre impôt sur le revenu. Et tout le monde va dire le moins possible, le moins cher possible, ou essayer de faire le miracle de contrôler vos dépenses, puis arriver sans déficit, puis tout avoir des consultations, mais un livre blanc, rendez-vous compte. Finalement, j'ai dit d'accord. On s'est rencontrés dans les jours qui ont suivi, puis je suis rentré au ministère des Finances. À l'automne, tard, novembre, je pense, en 84. Puis je savais qu'il y avait un budget. Je savais que ce serait notre dernier budget avant une élection. Puis je savais que l'élection serait difficile, qu'on avait peu de chances de la gagner. Ça, c'était clair dans ma tête. Conformément aux objectifs poursuivis, ce sont les familles avec enfants qui sont les grands bénéficiaires de la réforme. En effet, dès 1986, les familles de travailleurs avec enfants formant au Québec 27 % des ménages bénéficieront de 83 % de la valeur totale des réductions accordées à l'impôt sur le revenu. On verra là que le gouvernement attache la plus grande importance à la politique familiale, dont les grandes lignes font présentement l'objet d'une vaste consultation. Alors, à partir de ce moment-là, mes rapports avec René Lévesque ont été très étroits. Ont été fréquents et très étroits, chaleureux même. Et j'ai augmenté mon admiration envers lui parce que je n'avais jamais pensé qu'un homme pouvait avoir une pareille mémoire. Il était malade aussi à l'époque, ce qu'on rapportait. Il y avait eu un burn-out. Ça, je crois que c'est moi, je ne suis pas un médecin, là. Et je pense qu'il avait fait un burn-out. Il a eu beaucoup de difficultés à se replacer, mais il s'est replacé. Et quand on regarde la législation, puis les discours de Lévesque, ses interventions, là, février, mars, avril, mai, juin de 1985, c'est encore un homme solide. Il voulait faire une campagne électorale au mois de juin 1985. Il dit, qu'est-ce que vous pensez de ça? J'ai dit, on va se faire planter. Vous n'êtes pas sérieux? Alors, j'ai dit, moi, je pense qu'on est dans le pied de la côte, regardez les sondages, on n'a jamais dépassé 30 % à partir des lois spéciales de 83. Mais j'ai dit, M. Lévesque, j'ai déjà lu quelque part, je pense que c'est François Mitterrand qui a écrit ça, qu'une victoire, ça se gère, puis une défaite aussi. Si j'avais le goût d'y aller, on y va. Moi, je vais y aller, moi, être candidat.
Puis si on perd, on perdra, mais un miracle tout possible. Et qui était notre adversaire à ce moment-là? C'est M. Bourassa qui était revenu. Et à la surprise générale, M. Bourassa avait repris toute sa une popularité absolument incroyable. Et il promettait une deuxième Beijing. Au lieu de tenir des élections, M. Lévesque a démissionné Oui. en juin 1985. Oui. Et avant de démissionner, il vous a demandé de poser votre candidature pour lui succéder, c'est ça? Oui. Oui. Et vous, ben, je veux dire... je n'ai pas dit non comme ça, là. J'ai dit, je vais y penser, puis... je ne sais pas. L'évêque, il s'était mis dans la tête que je pouvais prendre le parti. Moi, je n'étais pas convaincu de ça. Premièrement, mon ami Pierre-Mike Johnson a beaucoup de chemin de fait dans le recrutement. N'oubliez pas, là, il y a déjà 7 ministres qui ont quitté pour d'autres raisons, là, dans les mois avant. 2, 3 députés. Et là, c'est Pierre-Mike Johnson qui a la pôle. Puis il a la pôle tellement fort que quand on lui pose une question à l'Assemblée nationale, avant même de répondre, ceux et celles qui le supportent de notre côté applaudissent. Ça me frappait, ça. Puis moi, je me parlais à quelques-uns de mes chums, puis ils me confirmaient la même chose. Alors, je dis, pourquoi moi je ferais une course au leadership pour perdre? Ça ne m'intéresse pas. Et deuxièmement, si j'ai le malheur de gagner, on va faire la campagne électorale, m'en va dans l'opposition, ça ne m'intéresse pas non plus. Et troisièmement, qui est la première des raisons, j'avais déjà 1, 2, 3, 4 campagnes électorales de fait, un référendum. J'avais promis à ma femme, Lise, que je ferais 2 mandats puis que je reviendrais m'occuper de mes enfants. Elle avait 2. J'ai dit, mes 2 gars, ils sont à la veille de me bouvoyer quand je vais arriver, là. Fondamentalement, c'était ça la raison. Cependant, si M. Lévesque avait décidé de faire une campagne électorale, ce que je ne croyais pas qu'il ferait, là, moi, je tirais pas fort, je poussais pas fort dans cette direction-là. Dans cette direction-là, je me serais présenté. Même si je savais que peut-être que j'aurais gagné dans mon comté. M. Lévesque aurait été probablement réélu dans le sien. Et après ça, bien, on aurait géré tout ça, puis bonjour. Mais M. Lévesque a décidé de quitter en juin. Et je savais que M. Lévesque était affaibli dans son parti et dans son gouvernement. Mais moi, mon point de vue a été le suivant. J'étais conscient de ça et j'avais décidé, moi, d'accompagner M. Lévesque. Je me suis dit, je suis à peu près certain qu'il va être obligé de s'en aller. Et il va peut-être partir après la session. Effectivement, il est parti là, dans les heures qui ont suivi la fin de la session. Moi, j'avais décidé de l'accompagner puis de le supporter. Puis j'ai jamais regretté ça. Dans la course à la succession de M. Lévesque, vous étiez dans le groupe des non-alignés. Est-ce qu'il y avait une raison? Bien, moi, je savais que j'étais cuit d'avance. J'avais des réserves vis-à-vis de mon ami Johnson. Moi, je n'étais pas entré en politique active pour faire de l'affirmation nationale. Je ne croyais pas à ça. Et je me disais, est-ce que Pierre-Marc a les forces intérieures pour tenir la route? Je me souviens que, je vais vous faire une confidence. Un soir, on est ensemble chez moi, Pierre-Marc et moi, et puis on parle de la succession de M. Lévesque. Et puis je lui ai dit, tu sais, Pierre-Marc, on s'en va aux élections, là, on va perdre. Es-tu prêt dans l'opposition 4 ans? Il me dit oui. J'ai dit, es-tu prêt dans l'opposition 8 ans? Il dit oui. Bien, j'ai dit, tu ne seras pas premier ministre. Il a fait 1 an et demi. Mais Pierre-Marc a un talent fou, un entre-genre, une très bonne relation publique, mais le momentum n'était pas bien bon. On avait... Pierre-Marc a piloté des lois spéciales aussi, il ne faut pas oublier ça. Il était ministre du Travail. Et dans l'opinion publique, moi, je suis convaincu d'une chose. Quand un gouvernement va se faire battre, on sent ça. Quand vous tombez en bas de 30 %,
puis tout le travail qu'on a fait là, pendant la crise économique de 82, 83, 80, il n'y a rien qu'on n'a pas inventé pour remettre le monde à l'ouvrage puis lancer l'économie. On a vraiment dépassé 30 %. Est-ce que vous aviez une mission spéciale parce que M. Johnson vous a reconduit aux finances? Est-ce qu'il ne restait pas grand temps là, pour l'élection, il restait juste quelques mois? En fait, la façon que ça s'est déroulé, c'est que c'est ceci. Yves Bérubé, Clément Richard et moi, nous avions décidé que nous n'allions pas faire la campagne électorale de 85 ou la prochaine élection, parce qu'une fois premier ministre, Pierre-Marc aurait pu décider de continuer. Et moi, je l'ai rencontré, puis je lui ai dit, écoute, Pierre-Marc, je ne ferai pas la prochaine campagne électorale. Je t'offre mon portefeuille aux finances, et puis tu nommes qui tu veux. Alors, j'ai fait une séance au Conseil après la sermentation de Pierre-Marc comme premier ministre. Et après ça, je suis redevenu pour quelques semaines député de Saint-Maurice, comme Clément Richard et comme Yves Bérubé. Et ça s'est fait là, dans une grande amitié et cordialité. Est-ce que vous sentiez venir la défaite et des années dans l'opposition, et c'est ça qui vous a influencé à ne pas vous représenter? C'est un facteur qui joue. Mais moi, j'ai adoré ça, mon travail comme député, comme ministre. Je n'avais jamais posé une question à l'Assemblée nationale. Quand on a formé le gouvernement en 1976, je me disais, ben, je ne connaîtrai jamais l'opposition. Mais quand on a 2 enfants, une famille, puis on a une profession qu'on a arrêté d'exercer pendant presque 10 ans, on se décide ou on ne se décide pas. Moi, j'ai demandé conseil, savez-vous à qui? À Gérard Delévesque, pour qui j'avais beaucoup d'estime. Puis un bonjour, j'ai téléphoné à Gérard Delévesque. À M. Lévesque, je dis, dis donc, faire un tour, de quoi vous parler. Fait qu'il revient me voir au ministère des Finances. Qu'est-ce qui se passe, mon ami? Bien là, je lui dis, j'ai un problème à régler, j'aimerais savoir votre avis. J'ai dit, j'hésite beaucoup à quitter ou à rester. Ah! Et il dit, ça m'est arrivé. Et c'est vous ce qu'il m'a dit? Il dit, écoute, Yves, moi, j'ai passé ma vie ici, puis je ne sais pas faire d'autre chose. Quand c'était le temps de partir, je ne suis pas parti. Quel bilan vous faites après ces 9-10 ans à Québec, mais surtout comme député de Saint-Maurice, les réalisations que vous avez apportées dans le comté, les améliorations que vous avez apportées? Je vais vous surprendre en vous disant que le comté de Saint-Maurice n'était même pas relié à la ville de Trois-Rivières par une autoroute. Quand vous êtes arrivé? En 1976, au mois de novembre. Il n'y avait pas d'autoroute pour aller à Québec, puis il n'y en avait pas d'autoroute pour aller à Montréal non plus. Quand je compte ça à mes enfants, ils disent, voyons donc. Bien, je dis, voyons donc, c'est ça la réalité. On réglait les questions des routes. Il n'y en avait pas de parc industriel à Shawinigan. On en a bâti un, avec une chicane épouvantable, avec la mairie, mais enfin. J'ai fait construire des HLM. En effet, construire tellement dans mon comté qu'il ne s'en est pas bâti un depuis 1985. C'est pas des farces que je vous compte là, c'est vrai, ça. On avait un gros problème à l'hôpital, on l'a réglé. Et je me suis essayé de m'occuper de l'emploi parce que Shawinigan, depuis les années depuis l'après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, a vécu un processus de désindustrialisation. On s'est attaqué à ça. Mais on a surtout, je crois, donné confiance à notre population qu'un gouvernement pouvait gouverner et rester honnête et intègre. Nous n'avons vécu aucun scandale que ce soit de 1976 à 1985. Moi, je suis assez fier de ça. Et quand je parle des fois à des gens qui me disent vos années en politique, vous retenez quoi? Êtes-vous encore souverainiste? Moi, je dis oui. Puis ça presse encore plus en 2010 que ça pressait en 1970, il y a 40 ans. Chaque année qui passe est une année qui nous rasarde. Puis moi, j'incite les jeunes à sortir ses manches puis à y aller en politique. S'ils ne vont pas, c'est d'autres qui vont s'occuper d'eux autres, ça c'est certain. Mais jamais oublier ça, maintenir le cap. Et le cap, là, quand on le maintient, on peut aller à gauche, on peut aller à droite, on peut parfois reculer, avancer, mais ce qui est important, c'est de garder le cap. Dans les réalisations que vous avez faites comme ministre dans les 4 ministères que vous avez occupés et dirigés, il y a sûrement des choses que vous auriez aimé réaliser, mais parmi ce que vous pourriez qualifier de bons coups, c'est quoi vos meilleurs bons coups? Moi, je dirais
de ne pas mettre en farvé trop. Ça, c'est déjà beau. Parce que je pense que c'est Jacques Parizeau qui avait dit ça aussi. Il dit la pire chose qui peut arriver à quelqu'un en politique, c'est de s'auto-pelure de bananiser. Oui. En termes de réalisation, je vous dirais, par exemple, un des bons coups. Quand on parle de liberté, la première chose, un homme, une femme libre dans son pays, c'est de pouvoir aller où elle veut. En ville comme en forêt. Le déclubage, ça, c'est symptomatique. Ça, c'est un bon coup. Mettre le Québec sur la map de l'Amérique du Nord sur le plan de sa promotion touristique. Ça a changé au Québec, hein? La relance dans l'industrie des pâtes et papiers, pour moi, ça me touche plus parce que ma région est au cœur de ça, du programme de reboisement qui n'avait jamais été fait. Doter l'Hydro-Québec d'une structure corporative pour lui permettre aujourd'hui de verser un dividende. Ça, c'est des grandes réalisations. Et je vais vous dire un mot sur le budget. Ce budget-là a été un puissant virage, dans le sens que j'ai baissé vos impôts sur le revenu des particuliers et on ouvrait un champ de taxation, c'est-à-dire des taxes sur la consommation. Au référendum de 95, oui. Il y a eu la période pré-référendaire, mais au référendum même, quel rôle vous avez joué là, dans les 2 mois qui ont précédé? Bien, dans les 2 mois, je vous le disais tantôt, on a rencontré M. Parizeau, nous autres, le jour de la fête du travail, pour lui donner le fruit de nos labeurs. Et un bon matin, j'ai reçu un téléphone de M. Royer qui me dit « M. Duhem, M. Parizeau souhaiterait que vous preniez la présidence du Conseil de la souveraineté. » J'ai dit « J'ai combien de temps pour réfléchir à ça? » Il a dit 30 secondes. J'ai dit, avez-vous vos budgets? Il dit, il n'y a pas de problème avec les budgets, puis vous pourrez travailler, il n'y a pas de problème. Bon, ben, vite, ça marche. Et ça a marché. Et la réticence de M. Parizeau, c'était de mettre des fonds publics au Conseil de la souveraineté, alors que Chrétien et compagnie, et Chrétien, là, qui est premier ministre, là, à tour de bras, à coups de millions au Conseil de l'unité canadienne. Et une des premières choses qu'on a faites, c'est d'essayer de savoir exactement combien le gouvernement du Canada dépensait de l'argent sans le déclarer. Le patrimoine, les affaires culturelles, le Conseil d'unité, etc. Quelles ont été vos plus grandes satisfactions, vos plus grandes déceptions aussi en politique? Bien, écoutez, le plus grand bonheur, si on peut dire, ou la plus grande satisfaction, ça a été de nous retrouver majoritaires le 15 novembre 1976, où là, tout était possible. Il nous appartenait, nous, dans les années à suivre, de gagner et de bâtir une majorité pour être capable de gagner un référendum dans la démocratie et de réaliser notre option politique pour que le Québec devienne un pays. Et ça, ce soir-là, là, c'était, là, pour moi, là, une étape très, très majeure qui venait d'être franchie, puis on avait gagné. La déception, c'est on a perdu les référendums. On a perdu le référendum de 80, on a perdu 95, mais ça, ce n'est pas... ce sont des déceptions. Mais je vais peut-être vous surprendre en vous disant, les déceptions les plus grandes qu'on éprouve en politique, c'est quand on se rend compte qu'il y a des choses qu'il faudrait qu'on fasse, puis qu'on ne peut pas le faire. Ou bien les moyens financiers ne sont pas là, ou bien le momentum n'est pas là. Et là, on est obligé d'attendre. Ou essayer de convaincre des gens, et on sent que ça ne rentre pas. Ils ne sont pas d'accord. Alors là, il faut attendre. Merci beaucoup, M. Duhem. Moi qui vous remercie.